Merci à vous toutes et vous tous. On est ensemble à peu près jusque 10 heures, me semble-t-il, Yolande. Je vous confie Yolande. On peut l'applaudir encore. Merci. Merci à vous. Merci pour votre présence. Et donc aujourd'hui, nous allons travailler, enfin, pas travailler, vous allez apprendre des choses sur les émotions. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai toujours la même structure. C'est un mantra qui fait partie de mon ADN. C'est comprendre, analyser pour pouvoir agir. Donc, en gros, aujourd'hui, ce que je vais beaucoup faire, c'est vous donner tous les éléments pour comprendre ce qui se passe dans notre cerveau, dans notre corps à propos des émotions. On va analyser ça et vous allez pouvoir vous auto-analyser ou réfléchir à ce que ça fait sur vos enfants, qu'ils soient petits, qu'ils soient adolescents. On aura un petit zoom sur les hypersensibles. Donc là, on va rentrer dans l'analyse et le but essentiel, c'est surtout la troisième partie, comment agir face à des émotions qui, quelque part, peuvent nous submerger et nous faire souffrir. J'ai choisi ce proverbe: prends le contrôle sur tes émotions avant que tes émotions ne prennent le contrôle sur toi. Nos émotions, de toute façon, nous ne sommes qu'émotions. 24 heures sur 24. Quand je dis 24 heures sur 24, c'est parce que la nuit, vos rêves, vos cauchemars sont aussi des émotions. C'est votre corps qui a des choses à vous dire. On le détaillera un petit peu plus loin. Mais bon, nos émotions, il ne faut pas être à les calculer tout le temps. Ce qui est important à comprendre, c'est pour certaines émotions qui vont être désagréables, parce qu'il y en a d'autres qui sont agréables. Et surtout, sur les émotions, il faut savoir qu'elles sont vraiment propres à nous-mêmes, elles viennent vraiment de nous-mêmes. Bien souvent, on va penser qu'une émotion qui va être générée chez nous vient du fait extérieur. Non, le fait extérieur est un fait déclencheur. Mais en nous, il va déclencher une émotion et un même fait peut déclencher des émotions différentes selon les personnes. Et ça, c'est tout à fait normal. Donc n'oubliez pas que l'externe, c'est le fait déclencheur d'une émotion, mais l'émotion que ça va générer, elle vient vraiment de votre cerveau. Et c'est ce que nous allons détailler. Donc voilà, j'ai mis aussi tous ces petits bonhommes. Et il y en aurait encore bien plus si on voulait décrire tout ce qui existe comme émotion. Nous allons d'abord voir ce qui se passe au niveau de notre cerveau. Je vous rassure tout de suite, je ne vais pas venir avec les noms techniques de tout ce qui se passe dans le cerveau parce que je parle toujours de façon compréhensible pour tout le monde. Comme Jamie Gournaud, vous savez, l'émission C'est pas sorcier, comment vulgariser le cerveau. Donc je ne vous parlerai pas de l'hippocampe, du cerveau accumbens ou autre. Je vais le faire à ma façon et j'espère que vous apprécierez. Certains vont trouver que c'est un petit peu osé ou original, mais c'est tout moi et c'est tout simple. Donc qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau? On va voir les basiques. Mon basique, toujours le plus simple, notre cerveau gauche, c'est la cognition, la réflexion, un peu comme un disque dur d'ordinateur. C'est assez froid, carré. Donc c'est pour ça que la partie est plutôt grisée. De l'autre côté, cerveau droit. Et là, c'est vraiment ce qui va nous intéresser aujourd'hui. De ce côté-là, on va trouver tout ce qui est sensation, émotion, sentiment, créativité et bien d'autres choses qui se passent de ce côté-là. Et nos émotions, elles sont vraiment dans notre cerveau droit. Les deux là, on va en reparler souvent. Et aujourd'hui, il y en a quand même un autre dont je voudrais vous parler. Gros comme un pois chiche. C'est pas terrible. Mais pourtant, pour moi, c'est, et pour beaucoup de monde, la partie la plus importante de notre cerveau.
c'est l'amygdale. Le rôle de l'amygdale, là où il est très très important, c'est qu'elle n'a qu'un seul rôle, c'est la survie de son propriétaire. Donc pour l'amygdale, dès que quelque chose arrive et où il y a le mot menace ou danger, c'est elle qui va déclencher tout ce qui va se passer dans notre corps et comment nous allons réagir. Donc l'amygdale, aujourd'hui, très très importante. Et je vais la faire toute simple. C'est ma Wonder Woman. Franchement, objectif, la survie de son propriétaire, c'est bien de son niveau à elle. Et elle est toute puissante, elle agit à la vitesse de l'éclair et on ne s'en rend pas compte. Elle est peut-être grosse comme un pois chiche, elle se sépare encore en deux, elle a un noyau latéral et un noyau central. Son noyau latéral, c'est la mémoire de tout ce qu'il y a dans notre vie, toutes les sensations, toutes les émotions, toutes ces choses-là. Si vous rentrez dans une pâtisserie et que vous sentez l'odeur d'une bonne tarte aux pommes et que ça vous rappelle celle de votre grand-mère, ben c'est l'amygdale qui vous l'a envoyée. Elle a dans sa partie latérale non seulement toute la mémoire depuis votre conception, donc pendant la grossesse, mais là où elle est vraiment hyper puissante, et c'est pour ça que je l'appelle Wonder Woman, c'est que dans sa mémoire, elle est en partie génétique, et elle peut retenir dans sa mémoire jusqu'à 17 générations précédentes. Donc pourquoi est-ce que l'on est, par exemple, avec une horrible peur des araignées? Je sais qu'il y a quelqu'un dans la salle qui sera intéressé. Eh bien, c'est peut-être parce que pendant 17 générations, tout le monde avait peur des araignées. Et ça, c'est aussi inscrit dans la mémoire de l'amygdale. Ça, c'est son noyau latéral. Et dans son noyau central, là, elle cogite et elle agit. C'est elle qui va envoyer la décision en fonction du niveau de menace ou de danger. Comme je le disais, elle entend menace, danger. Elle va évaluer la menace et le danger par rapport à son noyau latéral, où elle va avoir toute la mémoire de tout ce qui se passe. Et ça, c'est assez puissant parce qu'on ne peut pas travailler et enlever des choses dans cette mémoire. On verra un petit peu plus loin comment on peut essayer de la canaliser, Wonder Woman, quand elle est un peu trop... Hop, j'y vais. Pour pouvoir agir, donc elle évalue le danger et elle va envoyer dans le corps ce qu'il faut pour réagir à cette menace ou à ce danger. Et pour ça, elle a 4 mousquetaires. Ces 4 mousquetaires, j'ai préféré l'image des 4 mousquetaires plutôt que de vous parler du cerveau accumbens, de l'hippocampe et autres. Les 4 mousquetaires, en fait, ce sont les parties du cerveau qui gèrent la totalité de ce que l'on peut avoir. Dans toutes nos réactions, c'est-à-dire physiques, même toutes les choses qui sont inconscientes pour nous, qu'on ne déclenche pas, la respiration, la digestion, toutes ces choses-là, on pourrait se dire mais ça n'a rien à voir. Si, vous allez voir que les 4 mousquetaires, en fait, en fonction de l'ordre donné par Wonder Woman, si elle décide que c'est danger, alerte, niveau 10, je prends toujours une échelle de 0 à 10, 10 étant le maximum, si elle déclenche un danger niveau 10, alerte rouge, donc dans l'immédiat, entre le moment de sa décision, ces 4 mousquetaires font tout pour qu'on résiste à ce niveau-là. Si elle voit que c'est une menace qui est de niveau 2 ou 3, c'est bon, la réaction du corps sera d'un niveau 2 ou 3.
mais c'est elle qui décide de tout. Votre petit pois chiche, votre petite Wonder Woman dans votre tête, c'est elle qui est la plus puissante dans la gestion des émotions. Alors, jusqu'à maintenant, ça va? Je ne vous ai pas perdu? Parce qu'on va rentrer un peu plus dans d'autres images qui sont un peu plus le cerveau et vous expliquer comment elle fonctionne. Donc, là, je vais travailler sur le circuit de l'information et j'ai pris un exemple de ce qui se passe dans notre cerveau à la vue d'un serpent. Alors, la première fois que j'ai vu, je me disais les yeux ont l'air exorbités. Mais non, c'est simplement parce que c'est nu, ils ne sont pas, c'est pas le waouh. C'est-à-dire qu'on le voit dans la vue d'un serpent. L'émotion qu'on peut avoir en dessous va d'un niveau de 0 à 10. Si le serpent, c'est dans un musée, derrière une vitre, il n'y a aucun danger. Et si en plus, on se passionne pour ce type d'animaux, on peut avoir une réaction qui va être agréable. Par contre, pour certains, on peut aller jusqu'à de l'alerte niveau 10. Et c'est bien notre Wonder Woman, notre amygdale, qui va, elle, estimer, avec tout ce qu'elle a dans sa mémoire, si le serpent est un danger. Et qu'est-ce qu'on va envoyer comme réaction du corps. Alors, on va suivre un petit peu ce qui se passe, parce que là, c'est assez important. Vous le voyez, la vue du serpent, cette information, puisque ce sont des informations données au cerveau, va aller vers le thalamus, qui va être sur sa partie visuelle, puisque là on est dans le visuel. Et le thalamus, ce qu'il fait, c'est qu'il va envoyer l'information serpent à deux parties essentielles du cerveau. Nous avons le cortex, donc, que j'ai représenté avec un petit ordinateur, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, le cerveau gauche, la réflexion, la cognition. Donc, si je réfléchis, qu'est-ce que ça me fait? Ça, c'est le cortex. Et elle envoie l'information aussi à l'amygdale, qui, elle, ne réfléchit pas carré, mais réfléchit à la vitesse de l'éclair et en fonction de ce qu'elle a dans sa mémoire, dans son noyau latéral. Jusque-là, ça vous va sur le circuit de l'information? On le voit, il y a également une flèche qui, quand on est au cortex, le cortex va réfléchir à cette vue du serpent. Et vous voyez, il y a une deuxième flèche en dessous où normalement, le cortex envoie aussi à l'amygdale ces informations. Il va lui dire, bon, serpent et tout, j'ai réfléchi, c'est bon, pas de danger. Donc l'amygdale a reçu par le thalamus tout de suite l'information. Et il y a le cortex qui lui dit aussi, de façon rationnelle, calme-toi, c'est sympa, il n'y aura pas de problème. Sauf que Wonder Woman, notre petite amygdale, est si puissante que si l'information, quand elle arrive au thalamus, déclenche une peur terrible, si l'amygdale décide que c'est alerte niveau 10 rouge, elle envoie les 4 mousquetaires et en gros, elle dégage le cortex. La capacité de réflexion ne sera plus là tant qu'on est en alerte de niveau rouge. Donc sa puissance est assez phénoménale. Et on voit donc l'autre petite flèche vers le bas, qui va vers le corps. Et là, c'est l'action qu'elle a demandée à ses 4 mousquetaires. Dans ces actions-là, imaginons qu'on est en alerte 10, niveau rouge. C'est le plus haut de ce qu'il peut y avoir, c'est la peur panique. Il y a des tas de choses qui vont le faire. Vous êtes dans la rue, vous marchez dans la rue, vous entendez un énorme bruit devant vous, il y a une réaction immédiate. Et cette réaction, avec ces 4 mousquetaires,
vont se répartir dans l'ensemble du corps. La première des choses, ça va déjà toucher la respiration. Et oui, quand vous avez peur, c'est bloqué. Mais il y a aussi partout dans notre corps d'autres choses qu'elle va envoyer, que les 4 mousquetaires vont faire agir. Et si on est en alerte 10 niveau rouge, il y a 3 possibilités pour l'amygdale de la réaction qui va être envoyée au corps. Fuite, combat, ou ce qu'on appelle le gel. Gel, c'est je suis pétrifié, je ne peux plus bouger, il n'y a plus rien. Et là, la personne n'agit plus. Pour vous donner un petit exemple, vous prenez dans un film, on voit ça souvent à la télé, quand il y a une peur énorme et que vous avez quelqu'un qui se fait pipi dessus. Ben, c'est son amygdale qui l'a mis en niveau rouge, parce que quand elle met en niveau rouge, les 4 mousquetaires vont gérer l'ensemble de ce qui se passe dans le corps. C'est-à-dire qu'ils vont stopper toutes les fonctions inutiles pour réagir au danger. Donc dans tout ce qui est inutile, on va avoir la digestion, par exemple, la vessie, toutes ces choses-là. C'est inutile parce que l'objectif, c'est d'amener au corps tout ce qu'il faut pour pouvoir réagir. C'est-à-dire un maximum d'oxygène qui va dans le sang, dans les muscles, s'il faut fuir, s'il faut faire quelque chose. Donc ce qui va se passer quand on est en alerte 10 niveau rouge, le cortex aussi va être viré. Ça ne sert à rien de réfléchir pour elle à ce moment-là. Il faut courir, se sauver, réagir au danger. Et si elle a viré le cortex, c'est pas simple à gérer. Jusque-là, c'est bon? C'est pas trop perdu dans le cerveau? Parce que j'attaque la deuxième partie toujours sur cette image-là, c'est le cortex. Le cortex, et là ça va beaucoup intéresser ceux qui ont des enfants ou des petits-enfants, le cortex, cette partie cerveau droit où on réfléchit, elle n'existe pas à la naissance chez un enfant. C'est-à-dire que le cortex va petit à petit se développer. En gros, jusqu'à l'âge de 12 ans, le cortex d'un enfant n'existe pas beaucoup. Il y a quand même des particularités. Il est en train de se former. C'est pour ça qu'à l'école, on apprend les choses. Quand on est petit, comprendre, c'est pas encore suffisant, c'est un énorme effort. Donc jusqu'à 12 ans, l'enfant n'a pas vraiment de cortex. Il est en train de le fabriquer. Et le cortex continue à se fabriquer jusqu'à à peu près l'âge de 22 ans. Ça, c'est quand même important à savoir, surtout quand on regarde ce schéma. Qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas de cortex? Ça veut dire que c'est l'amygdale qui va tout gérer, surtout donc sur les émotions et les sensations. Et quand on va avoir une situation qui arrive, le thalamus qui normalement envoie au cortex et à l'amygdale, comme il n'y a pas encore de cortex, chez les enfants et chez les adolescents, donc jusqu'à 12 ans où il n'y en a presque pas, et après jusqu'à 22 ans où seulement là on peut dire qu'on a atteint le bon niveau de cognition, ça veut dire que les enfants et les adolescents ont une amygdale hyper puissante et c'est la seule qui fonctionne. Et dans nos relations avec les enfants, il faut savoir que un enfant qui va se retrouver dans une situation qui va lui générer des émotions fortes, agréables ou désagréables, lui, il va exprimer ça, c'est ce qu'on appelle dans son langage amygdalien. Donc quand il est dans cette situation où il est dans son langage amygdalien, si nous, en face, on est là à lui parler dans le langage cortex
bien carré, mais non, n'aie pas peur, ci et ça. C'est comme si vous parliez à quelqu'un qui a un autre langage et qui peut être difficile. Donc dans la gestion des émotions, particulièrement pour les enfants et les adolescents, n'oubliez pas ça. Le raisonnement n'est pas encore suffisamment puissant. Il faut leur parler dans leur langage amygdalien. Quand il est dans une émotion forte, agréable ou désagréable, il vaut mieux le faire parler, lui, de l'émotion qu'il ressent. Qu'est-ce que tu ressens? Pourquoi est-ce que tu as peur? Plutôt que lui dire non, n'aie pas peur. Le serpent, ça ne fait pas ça. Mais prenez d'abord le temps de lui parler de ses émotions, qu'il puisse les exprimer. Parce que quand on est sur cette échelle de 0 à 10, on ne peut pas, on n'arrive pas à faire les choses. Je vais vous donner un petit exemple qui peut être aussi valable pour des enfants, mais également des adultes. J'étais à une formation, on était dans la salle une cinquantaine de personnes, quand à un moment donné, il y a un bruit sec qui tombe. Forcément, tous, on a eu cette réaction de l'amygdale. Pour elle, un bruit inconnu sec d'un coup, c'est alerte rouge niveau 10. Tous, on se retourne, mais finalement, on s'aperçoit que non, c'était une bricole, c'était 3 fois rien. Donc la plupart, on s'est tout de suite apaisé. On peut avoir du niveau 10 qui fait peur, et puis dans les 30 secondes qui suivent, bon, c'était rien, c'est oublié. Mais chez certaines personnes, alors la plupart, je dirais qu'on a entendu ce bruit, et ça a dû, pour pratiquement tout le monde, nous faire du 7-8, très fort, mais tout de suite, on avait encore notre cortex qui pouvait analyser, qui pouvait dire, bon, regarde ce qui se passe et tout, et on se calme, et c'est terminé en 30 secondes. Mais là, il y a une jeune femme qui était dans la salle, et elle, ça lui a déclenché, mais alors, une crise de larmes. Elle était en larmes, et même quand elle a vu que c'était quelque chose de pas grave, l'amygdale avait été tellement puissante qu'elle n'arrivait pas à s'arrêter. Donc forcément, elle est sortie de la salle, une autre personne est venue à côté et est sortie avec elle pour essayer de la calmer. Et je me suis dit, ouf, là il y a de l'amygdale, va falloir gérer ça d'une autre façon, vraiment. Et donc je suis sortie, je suis allée les voir. Et en effet, la personne, et c'est ce qu'on fait tous, mais non, c'était rien, calme-toi et tout. Donc on lui parle, elle lui parlait en langage cortex. Moi je suis venue et je lui ai parlé en langage amygdalien. En lui disant, écoute ma belle, vas-y, pleure, 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 c'est normal. Sors tout ce que tu as et tout. En fait, mon objectif était de la faire redescendre du niveau 10 au 9 ou 8 pour pouvoir après venir avec le cortex. Mais il a fallu que je passe d'abord par vas-y, pleure, tout ce que tu veux, l'autoriser à pleurer. Ça, c'est important. Je lui dis, mais c'est normal. Et elle me dit, bah, je suis hypersensible. Bah, je m'en suis doutée quand on voit ça. On va le voir tout à l'heure un peu plus sur les hypersensibles. C'est ce genre d'émotion qui va être extrêmement puissante. Et donc, pendant qu'elle pleurait, moi, ce que j'ai fait, je suis venue pour faire l'inverse et pour la faire rire. Et j'ai trouvé plein de petites choses qui l'ont fait rire. Et quand il y a eu le mélange des émotions qui étaient les larmes et le rire, et en même temps, ce que je faisais, je lui ai demandé de se caler sur ma respiration. Parce que comme je le disais, le premier réflexe que l'on a, c'est la respiration qui va être coupée ou saccadée. Voilà. Ramener à une respiration lente et calme, ça permet d'apaiser. Donc voilà comment on fait travailler le cortex et l'amygdale. Donc quand vous avez un enfant qui fait une crise, il faut aller chercher quelle est l'émotion qui a déclenché cette crise derrière.
Et donc, aller chercher l'émotion, c'est le faire parler de ses émotions. Il vaut mieux lui parler et qu'il exprime ses émotions, plutôt que nous, de lui parler dans un langage cortical, donc du cortex, et que lui n'est pas en capacité d'entendre. On viendra lui parler après, quand il sera calmé, quand il aura exprimé ses émotions, on débriefera après avec lui. Mais sur le moment, il faut d'abord limiter et dire Wonder Woman, toute calme. Donc voilà ce qu'il en est pour le cerveau. Allez, on continue. Donc j'avais dit que je faisais un zoom sur les hypersensibles et les hauts potentiels, HPI et HPE. Pourquoi les hauts potentiels ? Parce que déjà, c'est ma spécialité. Je suis coach en neurosciences appliquées et j'aide beaucoup donc les HPI, hauts potentiels intellectuels et hauts potentiels émotionnels, qui vont avoir beaucoup de particularités communes aux hypersensibles. Donc déjà, il faut définir qu'est-ce qu'est l'hypersensibilité. Dans le niveau de sensibilité, on peut être insensible, un peu sensible, très sensible ou hypersensible. La limite entre très sensible et hypersensible, on va avoir cette notion où c'est plus forte et difficile, beaucoup plus difficilement contrôlable. On peut être très sensible et réussir à gérer facilement, alors que hypersensible, à chaque fois, on va être avec l'amygdale, on est généralement dans les émotions, toujours dans du niveau au-dessus de 5. Et quand je dis 5, je suis gentil. Il peut y avoir plus haut. L'hypersensibilité touche 20% de la population en moyenne. Mais chez les hauts potentiels intellectuels ou émotionnels, on va être... Alors, 70%, c'est une estimation. Il n'y a naturellement pas de statistiques. Mais cette estimation est assez juste, on va dire entre 60 et 80%, et particulièrement pour les hauts potentiels émotionnels, puisque là, les émotions sont plus fortes. Mais on en reparlera tout à l'heure. Quelle est la particularité ? Donc le schéma Wonder Woman et tout, c'est valable pour tout le monde. Ce qu'il y a donc en hypersensibilité, on a une intensité qui est décuplée. Donc c'est ce que je disais, niveau largement au-dessus de 5. Une possibilité d'hyperesthésie et d'hyperempathie. L'hyperesthésie, en fait, ça correspond à nos 5 sens, que l'on appelle le VACOG, la vue, l'audition, le kinesthésique, c'est le toucher, tout ce qui est le corps, l'olfactif et le gustatif. On va être également on peut être, c'est pas forcément, mais on peut avoir une hyperesthésie. Soit c'est l'ensemble des 5 sens qui va être peut-être plus élevé que la moyenne, mais chez certains, ça peut être un des sens qui va être extrêmement développé. Si on est dans le kinesthésique et le toucher, par exemple, chez un gamin, il ne va pas supporter le pull en laine, les petites étiquettes. Le bruit va être également très, très gênant si c'est un sens qui est beaucoup plus développé. Donc là, nous sommes sur les 5 sens physiques et nous avons également une possibilité qui est l'hyper-empathie. L'empathie, tout le monde connaît, c'est quelque chose qui n'est pas forcément inné. La preuve, à l'école, on fait des cours d'empathie pour apprendre aux enfants qu'est-ce que l'empathie. On peut avoir une empathie assez forte et dans son caractère, on va dire. Mais il y a ce que l'on appelle l'hyper-empathie. Là, l'hyper-empathie, où c'est plus compliqué, c'est qu'on n'a pas à la déclencher, mais elle se déclenche toute seule. C'est-à-dire qu'un hyper-empathe va ressentir avec l'ensemble de ses sens tout ce qui se passe chez l'autre.
Je peux vous dire que c'est très épuisant pour les hyperempathes. Si vous allez à une réunion où tout se passe bien, c'est bien. L'hyperempathe, il prend que des bonnes choses. Mais s'il va dans des situations qui sont très complexes, qui sont tendues, où il y a du conflit, où il y a une tristesse énorme, l'hyperempathe, quand il va être avec les personnes là autour de lui, il va ressentir quasiment la même chose. Donc imaginez quand on est dans de la maladie, quand on est dans un hôpital, quand on est dans toutes ces choses-là, l'hyperempathe ressent forcément le tout. Et ça, c'est épuisant. Pour les hyperempathes, la solitude pour apaiser, ce sont des gens qui vont forcément avoir un comportement à fuir les autres personnes. Donc dans vos enfants, petits-enfants ou dans votre entourage, c'est toujours aussi important de voir si on est dans une intensité décuplée, si on a de l'hyperesthésie, si on peut avoir de l'hyperempathie, qui provoque toujours de la fatigue, un besoin d'apaisement et beaucoup d'aller dans la nature. Parce que cette puissance des émotions, c'est franchement fatigant et usant. J'ai rajouté une petite chose, le chien pour les enfants hypersensibles. Parce que pour des enfants hypersensibles, ils ressentent exactement aussi ce trop-plein, ce besoin de nature. Alors pourquoi est-ce que j'ai mis un chien et pourquoi pas un chat ou un lapin ou un hamster ? Il faut que je revienne un petit peu sur le niveau d'énergie et de fréquence que l'on a. Ça serait de la mécanique quantique, je vous rassure, je ne vais pas rentrer dans le détail à ce moment-là. Mais on vibre tous sur un niveau d'énergie. Vous savez, quand on dit à quelqu'un « Oh, j'ai rencontré quelqu'un, franchement, on était sur la même longueur d'onde ». C'est bien ça, c'est-à-dire que nous avons une fréquence, des niveaux d'énergie, bon, allez, j'en passe. Le but, c'est aussi de vous faire remarquer que les 3 animaux qui ont la fréquence la plus proche de l'être humain sont le chien, le cheval et l'éléphant. Bon, l'éléphant, c'est peut-être pas terrible pour vos enfants hypersensibles. Mais le chien et le cheval, voilà. Le chien, il a le plus d'amour, d'échange, c'est de l'amour inconditionnel. Et ça, pour des hypersensibles, avoir son chien, alors après, trouver quel chien, ça c'est votre problème. Mais sachez que le chien, pour des hypersensibles, c'est peut-être mieux que le chat. Mais s'il aime le chat, ça ira très bien aussi. Et dans les activités, le poney ou le cheval, franchement, c'est recommandé. D'ailleurs, il y a des formations qui existent pour les managers où on fait beaucoup d'équithérapie. Je ne sais pas si certains connaissent, mais il y a des petites formations, des managers qui ne sont pas forcément terribles. Le patron lui dit « Attends, tu vas aller en formation » et il y en a qui vont choisir justement l'équithérapie parce que le cheval est sur la même longueur d'onde. Et nous sommes toujours donc dans les émotions. Allez, dernier petit truc sur les hypersensibles. J'ai choisi ces 3 photos. La première, avec une femme, et tout est écrit autour. Mais quand on regarde, plus facilement stimulé, stressé, plus méfiant, plus porté vers la solitude, même si c'est une femme qui est au milieu, c'est quand même pas mis avec EES à la fin. Parce que l'hypersensibilité, elle touche autant les hommes que les femmes. La petite différence, elle va être dans notre vécu. C'est une femme, c'est normal, elle est hypersensible, c'est une pleureuse, à chaque fois elle est hyper émotive. Voilà. Donc, pour une femme, quelque part, dans l'inconscient collectif, c'est normal d'être hypersensible et on fait avec. Alors que pour un homme, non. Un homme, on est quand même dans « T'es un homme, mon fils, ne pleure pas, sois fort. Tu résistes,
tu dois faire ci, tu dois faire ça. Donc l'hypersensibilité chez un homme, par rapport à cette vision de l'homme et dans l'inconscient collectif, c'est assez difficile à gérer et surtout à accepter ou à en parler. Une femme va vous dire plus facilement quand elle pleure, elle va dire je suis hypersensible, t'inquiète, c'est normal. Un homme, il ne peut pas faire ça. Donc, les hommes, je dirais, si vous êtes hypersensible et si dans vos enfants vous avez des garçons qui le sont, faites quand même très attention à ça. Et c'est pour ça que pour équilibrer, j'ai mis les 2 adolescents sur un banc. Parce qu'à l'adolescence, on revient cortex, pas fini. Hyperpuissance de l'amygdale. Prépuberté, puberté, adolescence, ça bouscule dans les hormones. Donc c'est très difficile. Et là, j'ai pris 2 jeunes hommes parce que il y a toujours ce côté homme-femme. C'est-à-dire que les garçons hypersensibles, ça va être beaucoup plus difficile pour eux à le gérer. Ça s'accompagne. On le verra tout à l'heure dans comment agir. Et le troisième, justement, un homme. Alors Maurice Barthélemy, je ne sais pas si vous le reconnaissez, c'est un acteur, alors il est plus que acteur, scénariste, il est vraiment dans ce monde-là. Il y avait les Robins des Bois, vous voyez un petit groupe d'humoristes qui travaillent ensemble, il y a Marina Foïs et autres. Donc Maurice Barthélemy en fait partie. Et lui, c'est quelqu'un de très hypersensible. Il en souffrait tellement que il s'est dit, il faut que j'apprenne à maîtriser et à gérer mon hypersensibilité. Il s'est fait accompagner parce que c'est pas toujours facile, mais il a vraiment réussi à nettement moins souffrir de son hypersensibilité. Parce que n'oubliez pas, c'est une chose qui est quasiment génétique, qui est depuis la naissance et qui sera jusqu'à la mort. C'est-à-dire on peut pas, il n'y a pas une méthode qui va dire non, j'en ai marre d'être hypersensible, je veux arrêter. Il n'y a pas de méthode, c'est jusqu'au bout. Donc l'hypersensible, et il a écrit ce bouquin, Fort comme un hypersensible. On le voit souvent d'ailleurs témoigner dans des émissions ou sur Internet sur le fait que l'hypersensibilité, on peut mieux la vivre. Donc voilà pour l'hypersensibilité. L'impact des émotions sur le corps. On l'a vu, c'est le travail en gros de ce que nous fait l'amygdale avec ses 4 mousquetaires. Qu'est-ce que ça va envoyer dans le corps? Donc sur la première, on a 14 émotions possibles, sachant que normalement, on parle souvent des 6 émotions de base. Dans les 6 émotions de base, elles y sont, mais les plus courantes sont celles-ci. Lorsqu'on est dans le bleu, regardez la dépression, la tristesse et la honte. La tristesse ou la dépression, on voit beaucoup les jambes. Ah oui, quand on est triste, on a les jambes coupées, sciées, on a besoin de s'asseoir. Le jaune ou le rouge, on va être dans le fort. Alors moi, ma préférée, c'est la joie. Vous avez vu à quel point il y a du jaune et du rouge. L'amour. Et ça, c'est des émotions qu'il faut développer un maximum. Quand vous voyez tout ce que ça vous donne de bon dans le corps. Donc j'ai noté à côté, vous avez les hormones qui vous donnent du bien-être. On a la dopamine, la sérotonine, les endorphines, l'oxytocine. C'est pas sur le schéma, mais il y a aussi la mélatonine, celle qui nous permet d'avoir de belles nuits. Et en fait, toutes ces bonnes hormones-là, elles vont être déclenchées quand vous êtes dans du jaune ou dans du rouge. Par contre, quand vous êtes dans du bleu, vous voyez la dépression, la tristesse, vous avez les jambes coupées. Et en gros, dans la dépression, il n'y a pas du tout ni de jaune ni de rouge. Il y en a un petit peu dans la tristesse, mais il n'y en a pas du tout dans la dépression. La jalousie, bien noire aussi, celle-ci, avec du rouge. Alors là, je ne vais pas rentrer dans le détail de ces émotions, sauf, il y en a 2 sur lesquelles j'aimerais apporter un petit plus.
Avant d'amener le petit plus, bon, j'ai noté le cortisol. Le cortisol, forcément, il est déclenché et il vient en alerte rouge quand le corps est dans un maximum de bleu. Alors, la neutre. On pourrait se dire, pourquoi est-ce qu'elle veut nous parler de la neutre? Pour moi, c'est la plus... Enfin, c'est pas la plus importante. C'est une des plus importantes à connaître. La neutre, ça veut dire on ne ressent plus d'émotion. D'une insensibilité totale. Là, c'est qu'il y a quand même, si on est là et qu'il n'y a pas d'émotion, il y a un problème. Il faut se pencher sur ça, si ça arrive. Et je vais vous confier un petit plus personnel. Dans ma vie, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. J'ai eu des situations difficiles, dont un énorme burn-out grave, où ma tête a déconnecté de mon corps. C'était ce que je disais, ma tête a déconnecté de mon corps. C'est-à-dire que dans ma tête, il n'y avait plus aucune émotion, sensation, plus rien, plus aucune pensée, plus rien. Ben, je peux vous dire que ça secoue. C'est là où on voit le néant et où on peut avoir des idées noires, tout comme le noir qui est là. C'est important à savoir, surtout quand je vois certaines statistiques sur le suicide. Est-ce que vous savez quelles sont les deux tranches de population les plus touchées par le suicide? Les ados. Et la deuxième tranche, les plus de 65 ans. Arrivés à la retraite, pas forcément un passage facile à vivre. Et chez les ados, ça pulse tellement dans les hormones, dans les émotions et tout. Si jamais il y a des choses qui peuvent être comme du harcèlement, du cyberharcèlement ou ce genre de choses, ça peut les amener à se retrouver dans un neutre. Et là, cette photo, elle est toute noire. Moi, je dis alerte rouge quand on est dans le neutre. Parce que là, si le cerveau ne fonctionne plus, c'est-à-dire qu'il n'y a plus le cortex, mais l'amygdale, elle n'est plus là. Quand il n'y a plus aucune sensation, on n'a pas envie de pleurer, ni de rire, ni rien. Plus rien, de rien, de rien. Ça, faites-y très très attention. Tout particulièrement chez les enfants et chez les ados. Et chez les personnes âgées, plus de 65 ans. Bon, allez, après la neutre, il y a de beaux jours, la preuve. Moi maintenant, je la cultive au quotidien. La joie, et voilà. Il y a les très bonnes émotions. Celles-là, il faut les cultiver un maximum. Développer de la joie avec vos enfants, avec... Bon, on le verra tout à l'heure. Avant de passer à la suite, je voulais quand même faire un zoom. Bon, l'anxiété, il faut quand même s'en libérer aussi, parce que c'est, à long terme, c'est pas terrible. Mais la colère, et celle-là, j'ai envie d'en parler plus en détail. La colère, pourquoi? C'est un poison, entre guillemets, pour le corps. Et ce n'est pas un poison que pour le corps, mais également pour le cerveau, pour tout ce qu'il va y avoir. La colère, comme toutes les émotions, quand elle arrive, ce qui est important de savoir, c'est pourquoi est-ce que je me mets en colère? Allez, le plus simple pour en parler, je vais vous prendre un petit exemple. Professionnel, admettons. Je vais le faire un petit peu même dans la caricature, forcément, c'est plus compréhensible. Le boss arrive le matin au boulot, il sait qu'il a une réunion importante l'après-midi, il avait demandé à un de ses collaborateurs de lui préparer certains éléments, il compte travailler encore dessus le matin pour sa réunion de l'après-midi.
Il arrive le matin et le collaborateur a fait le travail, mais il n'a pas fait vraiment la totalité de ce que lui, il attendait. Et, selon les patrons, il y en a un qui va peut-être se poser la question, j'ai peut-être donné de mauvaises explications et tout, il va falloir que je revoie avec lui parce que ça ne correspond pas. C'est une réaction. Mais une autre personne, admettons le patron, qui est quelqu'un qui pique souvent des colères, et c'est là où le mot « souvent » est important, parce que si c'est souvent et que si on dit de cette personne « oh oui, bah, de toute façon, lui, il est colérique », et ces colères, on les connaît plus que largement. Bon, il pique une colère sur son collaborateur le matin à 8h, quand il voit que le travail ne lui va pas, et il se lâche sur lui. Il va lui dire des choses qu'il ne pensait peut-être pas fort, mais il lâche, il défoule sa colère. Quand il défoule sa colère, le niveau cortisol, il le monte en rouge. Et ce qu'il y a, c'est qu'avec ce qu'on appelle les neurones miroirs, c'est-à-dire nos interactions, je vous fais un sourire, vous me rendrez un sourire, je vous fais l'inverse, vous me ferez la même chose, on va être là sur les neurones miroirs. Quand on est dans la colère, donc soi-même, on s'envoie du cortisol à bonne dose, mais ce qu'il y a, c'est que celui qui est en face, il va se prendre le même cortisol, c'est-à-dire qu'il va également ressentir de la colère. Il va être en colère parce que son patron était en colère contre lui. Donc la colère, elle est vraiment très contagieuse. Et le cortisol, c'est celui qui lâche sa colère et celui qui reçoit. Et en gros, s'il se lâche pendant 5 minutes, il va fabriquer du cortisol. Et les effets du cortisol vont se faire ressentir pendant 5 heures. 5 minutes de colère, 5 heures d'effets nocifs du cortisol, et en plus de suppression de toutes les bonnes, les endorphines, mélatonine, sérotonine, tout ça coupé. Pendant 5 heures, il n'y en a pas. Donc le corps, il se prend du cortisol. Imaginons, donc il se prépare, il travaille toute la matinée, il va déjeuner à midi et il veut préparer sa réunion de l'après-midi. Et à midi, il y a à nouveau un petit truc qui le met en colère. Il vient déjà de se taper le cortisol de toute la matinée, il y a un truc qui le remet en colère. Eh bien, il va se refaire du cortisol encore toute l'après-midi. Je ne vous dis pas comment il va passer sa réunion, comment il va présenter les choses, il ne va pas être de bonne humeur, il ne va pas être cool, il ne va pas être sympa parce qu'il est sous l'effet du cortisol et qu'il n'est pas dans les bonnes hormones. Et alors, s'il rentre le soir et qu'il y a un truc qui cloche à la maison et qu'il se remet aussi en colère, non seulement il a planté toute sa journée en ne mettant que des mauvaises hormones, mais ce qu'il y a, c'est qu'il a envoyé la même chose à tous ceux qui ont pris sa colère. Et là, la colère, pourquoi est-ce que cette colère va être déclenchée chez certains et pas chez d'autres? Donc, si vous avez dans votre entourage quelqu'un qui est sujet à beaucoup de colère, à en devenir colérique, faire très attention parce que après le niveau colérique, on a aussi la rage, on a aussi la haine, qui sont là le niveau qui est encore beaucoup plus dur derrière. Et il faut aller chercher la racine, et la racine va être la colère. Bon, je vais vous le faire simple. Il y a 2 raisons à la colère. Soit c'est quelqu'un qui a un bon gros ego surdimensionné et qui estime que tout le monde doit faire comme il décide et autres. Donc, soit un fait vient heurter son ego, il va se mettre en colère, mais c'est quand même pas forcément le plus courant, les égos surdimensionnés. Par contre, dans les traumas de l'enfance, ce qu'on appelle les traumas, donc toutes les choses qui ont marqué et qui ont fait mal. Ça peut être l'éducation. Tout le monde n'a pas la chance de naître dans une famille aimante.
Donc, dans tous les traumas du passé, ça va donner quelque chose qui est dans le conscient, dans l'inconscient, pardon. Dans l'inconscient, le subconscient, on va avoir des messages contraignants, des freins, des limites qui vont être puissants derrière. Et tant qu'on n'a pas été trouvé l'origine, quel est le trauma? Quelle est la valeur, le besoin qui n'a pas été assouvi? Enfin, il faut vraiment rechercher l'origine de la colère pour pouvoir l'atténuer et s'en libérer. Et ça, honnêtement, il vaut mieux se faire accompagner par quelqu'un qui va savoir gérer. Alors le quelqu'un, on a toute une panoplie de personnes qui peuvent le faire, que ce soit pour des enfants, que ce soit pour des adolescents, que ce soit pour des adultes. Si vous avez la colère à gérer, franchement, c'est bien de s'en libérer. Parce que honnêtement, en matière d'espérance de vie, je peux vous dire que les colériques, ils n'ont pas la même espérance de vie que les autres. Parce que leur corps est tout le temps en train de faire du cortisol. Et ça épuise votre corps et ça ne donne pas les bonnes hormones. Voilà pourquoi il est important de se poser la question. Allez. Bon, on va passer rapidement, un peu plus spécial, donc toujours sur le corps et l'esprit. Vous voyez, la colère affaiblit le foie, le chagrin affaiblit les poumons, l'inquiétude affaiblit l'estomac, le stress, attention, le stress, ça affaiblit et votre cœur et votre cerveau. La peur, qui affaiblit les reins, et alors j'adore les deux autres. L'amour qui apporte la paix et l'harmonie et renforce le corps et l'esprit. Et le rire qui réduit le stress et les sourires qui diffusent la joie. Ouais, franchement, les deux là, les deux dernières, pour moi, c'est les meilleures et les plus importantes. Allez, on va passer à comment agir maintenant. Ah, je vois une main qui se lève. Il y aurait une question? Donc la question était comment faire lorsqu'on a une personne toxique dans son entourage qui nous provoque de la colère. Voilà. Je dirais, moi, en numéro 1, fuyez cette personne au maximum. Eh bien oui. Parce que dans le paquet des toxiques, on a les pervers narcissiques, on a toutes ces choses-là. Donc il y en a tout un paquet. Donc, essayez de les fuir, si vous pouvez les fuir. Si maintenant ce sont des personnes de votre entourage, proches, agissez sur vous dans la relation. Et c'est là où justement, on va le comprendre avec l'intelligence émotionnelle. Comment faire? L'intelligence émotionnelle, qui fait partie des 8 intelligences de base et qui est reconnue par tous les chercheurs au monde comme une des plus importantes, si ce n'est la plus importante, pour bien vivre et mieux vivre dans sa vie, soi-même et dans les relations avec les autres. Alors, qu'est-ce que c'est que l'intelligence émotionnelle? Elle se constitue de 2 intelligences. L'intelligence intrapersonnelle, c'est apprendre à mieux se connaître soi. Et donc forcément en matière d'émotion, est-ce que vous vous connaissez bien les uns et les autres sur vos émotions? Si je vous demandais laquelle est-ce que vous développez spontanément, laquelle est-ce que vous avez moins? Là, on est dans l'intelligence intrapersonnelle. C'est déjà apprendre à bien se connaître ses émotions et surtout l'impact que ça a dans notre vie et comment ça fonctionne. Le premier schéma à la vue d'un serpent, c'est une façon de s'auto-analyser de temps en temps. Donc, l'intelligence intrapersonnelle consiste vraiment à se connaître soi.
Donc connaître l'impact des traumas de l'enfance, des traumas pour la question sur son entourage et sur les toxiques. Pourquoi est-ce que j'attire, par exemple, tout le temps des pervers narcissiques ? Pourquoi est-ce que j'attire toujours un tel voilà. Donc soit en amour, soit en professionnel. Se dire, mais pourquoi je suis toujours dans un schéma ? À un moment donné, stop, quoi. Je tombe toujours sur des narcissiques, des pervers narcissiques qui profitent de moi. Est-ce que c'est leur faute à eux ? Quelle est ma part de responsabilité dans tout ça ? Qu'est-ce qui fait que je me fais avoir à chaque fois ? Là, on est bien dans l'intrapersonnel, apprendre à se connaître soi. C'est pas toujours facile. C'est surtout quand ça pose problème que c'est important d'y réfléchir. Et là, le travail des psys et des coachs, c'est en gros ça. C'est apprendre à se connaître soi-même. Et quand on se connaît bien soi-même, ça permet de développer la deuxième partie. Donc la première, voilà, c'est je réfléchis à c'est quoi mon cerveau, qu'est-ce qui se passe dans mon cœur. Et la deuxième qui va s'ajouter, c'est l'intelligence interpersonnelle. Et donc c'est l'analyse des relations que l'on va avoir avec les autres et savoir analyser ces relations. Donc pour en revenir à la question de l'entourage des personnes toxiques, c'est un bon exemple avec comprendre d'abord soi-même qu'est-ce que ça fait en moi quand je suis aux côtés de cette personne toxique, pour venir à la deuxième, l'intelligence interpersonnelle, c'est comment est-ce que je vais faire évoluer la relation pour qu'elle ne m'impacte plus aussi fort, qu'elle ne me fasse plus aussi mal, qu'elle ne me fasse plus générer du cortisol, parce que c'est mauvais pour mon corps. Donc comment est-ce que je vais interagir avec ces personnes-là ? Et quand on est bien avancé sur les deux, on développe son intelligence émotionnelle. Et je le rappelle, l'intelligence émotionnelle, c'est celle qui permet de plus s'épanouir dans la vie et de mieux interagir avec tout son entourage. On va passer après à quelques autres petits conseils pratiques. Allez, comment agir ? Alors là, on va passer avec des petites choses bien plus concrètes et bien plus pratiques. Tout seul, ce que vous pouvez déjà faire, que ça soit pour vous ou, par exemple, pour vos enfants. N'oubliez pas ça. Vous pouvez vous sentir bien, mais si vous avez un enfant ou un ado, faites ce travail-là pour eux, pour les analyser. Donc, s'observer et s'auto-analyser. Et j'ai mis avec une cotation qui va de plus à moins. Tenir, par exemple, un journal intime, un journal des émotions, c'est en général ce que l'on conseille toujours. C'est de pouvoir, le soir, c'est de faire un petit bilan. Aujourd'hui, j'ai eu de la joie à midi, ou à la pause café avec les collègues, on a bien rigolé et tout, on était bien. C'est un instant que je vais coter plus. Cet après-midi, mon patron m'a pris la tête, il m'en a envoyé pendant 5 minutes et tout. Là, je suis sur du moins et j'ai fait du cortisol. Bon, avoir ce petit carnet où on va regarder quelles ont été les sensations les plus fortes que l'on a ressenties dans la journée. Avec les plus et les moins. Et pourquoi les noter dans un petit journal ? Eh bien, c'est que dans ce journal, au fur et à mesure, dans votre petite colonne de droite où vous aurez mis les plus, ou moins, de temps en temps, faites un petit peu le bilan et regardez. Si vous avez beaucoup de plus, si vous en avez très peu, si vous avez beaucoup de moins,
Et c'est là où vous allez pouvoir se dire, oh là j'ai beaucoup de moins et ça correspond toujours à ce truc-là. Qu'est-ce qui se passe sur ce truc-là pour que je l'enlève? Ou alors je m'aperçois que j'ai beaucoup de moins, j'ai pas de plus. C'est de se dire, bon, j'ai pas de plus. C'est peut-être que dans ma vie déjà de tous les jours, je ne développe pas suffisamment la joie, l'amour et toutes ces petites choses qui vont faire du bien et qui vont me faire plutôt faire de bonnes hormones plutôt que du cortisol. Et vos enfants ou petits-enfants, voilà, si vous en avez un qui est colérique, qui pique toujours des colères et tout, c'est important de pouvoir analyser ça. Parce que si au bout d'1 an, 2 ans, vous voyez que ça serait peut-être bien qu'il se fasse accompagner par quelqu'un de spécialisé, c'est d'arriver en disant, écoutez, j'ai remarqué que voilà ses émotions, voilà, il est souvent dans le moins quand c'est ça. Donc ça, c'est important, s'observer et s'auto-analyser pour justement décider du plan d'action sur les émotions qui doivent évoluer. Donc celles qui doivent évoluer, ça va être celles qui sont souvent dans le moins. Mais si les plus sont assez absentes de votre petit carnet, décidez de cultiver la joie. Moi, j'aime bien ce terme de cultiver la joie. Et ça, c'est un exemple que je donne toujours à tout le monde. Et ça, s'il y a un exercice à faire qui est tout simple, je vous le propose et vous pouvez le faire déjà pour vous-même, mais vous pouvez le faire avec vos enfants. Le soir, quand on va se coucher, admettons, on va coucher les enfants, on leur lit une histoire. Eh bien, au lieu de lire une histoire, avec l'enfant, on lui dit, bon, allez, aujourd'hui, on va faire le bilan. Dis-moi, c'est quoi les trucs où tu as éprouvé de la joie aujourd'hui? Voilà. Donc, avant de s'endormir, ça, c'est top. Parce que là, vous fabriquez des bonnes hormones, la mélatonine, pour passer une bonne nuit. C'était quoi tous les moments de joie que tu as eus dans la journée? Donc il va se rappeler, ah oui, ça c'était bien, ça c'était bien. Vous voyez, il va avoir le sourire et la détente avant de s'endormir. Et là, vous ajoutez un petit plus en disant, et demain, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour développer un petit peu de joie? Ah tiens, allez, on ira une demi-heure au petit parc à côté, on ira faire ci, on ira faire ça. Cultiver la joie, ça se fait simplement si on en a la volonté, naturellement. Et faire ça avec les enfants, je peux vous dire que le lendemain matin, ils se lèvent, ils ont le sourire parce qu'ils se souviennent qu'ils ont prévu qu'ils auront de la joie et qu'ils feront ça dans la journée. Donc cultiver la joie au quotidien, ça, c'est une préconisation, c'est l'ordonnance by Yolande la coach. Cultiver la joie au quotidien. Et donc, quand je disais s'entourer des personnes soutien, si vous avez dans votre entourage des personnes qui seraient assez sceptiques et tout, n'hésitez pas à communiquer avec eux. Je veux me libérer de la souffrance, je veux me libérer de ça. Communiquez et surtout, entourez-vous des personnes qui vont vous soutenir dans votre démarche. Ça, c'est des petits exercices en solo. Et après, j'ai rajouté donc les possibilités d'accompagnement, parce que c'est pas facile en solo. En solo, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir déjà s'auto-analyser. Mais comment évoluer, surtout s'il y a eu un trauma du passé? Donc là, vous avez les coachs, les psys, selon le besoin et la spécialité. Le besoin ou la spécialité, si on est vraiment dans des gros traumas du passé, c'est vrai que là, du côté des psychologues spécialisés dans certains domaines, ou les psychiatres, on va pouvoir aller traiter des gros traumas du passé. Le coach, en tient compte, mais le coach est plus un accompagnement à agir et à avancer. Mais les deux, moi je dis toujours, et d'ailleurs je travaille avec des psys parce qu'on est complémentaires, et pas que avec des psys. Donc il y a toute une palette de possibilités, et donc nous avons l'art-thérapie, la peinture, le théâtre, tout ce qu'on peut avoir dans l'art, ce sont beaucoup de choses qui vont apaiser et qui vont pouvoir permettre d'exprimer ses émotions.
Et ça, le théâtre, ça permet de les libérer par la parole, sur scène, de pouvoir jouer la colère, le rire et tout. Dans le théâtre, on exprime toutes les émotions. Et pouvoir les sortir et les exprimer, c'est une très très bonne chose. La peinture, on va l'exprimer d'une autre façon. Je me souviens, j'imagine que quand vous voyez des œuvres d'art ou des peintures, elles vous parlent. Moi, je me souviens un jour avoir vu une peinture, alors qui était en plus... c'était une peinture sur un drap, donc vous voyez la taille, un drap de lit 2 places. Et cette peinture sur fond blanc qui était alors très abstraite, quand je l'ai vue, ça m'a presque fait mal. Il y avait plein de taches rouges. J'avais l'impression que ça exprimait du sang, des choses qui étaient assez terribles, quoi. Et quand je me suis renseignée sur la personne qui avait peint cette toile, qui était très belle, mais qui, moi, me parlait de façon un peu agressive, quand j'ai appris le passé, les traumas et les difficultés de la personne qui avait peint ça, j'ai compris. C'est-à-dire qu'elle exprimait dans son art et elle mettait, justement, elle libérait tout ce qui était dur en elle. Donc, c'est pas pour rien qu'on appelle ça art thérapie. Donc, il y en a, ça va être dans la peinture, la sculpture. C'est très très bon pour gérer les émotions. On a la sophrologie, le yoga. Alors, j'ai mis salon bien-être et santé. C'est-à-dire que pour ceux qui ne sont jamais allés dans les salons bien-être et santé, on y trouve également des tas de personnes qui ont des dons, des particularités qui peuvent vous aider à trouver dans ce domaine-là. Vous trouvez certaines choses. Et puis, je le rappelle au passage, l'animal de compagnie, le chien, qui est quand même très intéressant et très calmant, surtout pour les hypersensibles. Donc je crois qu'on a fait le tour. Et avant de passer aux questions-réponses, je terminerai juste par 2 phrases que j'ai beaucoup aimées, 2 citations. Une de John Lennon. « Vous n'êtes pas vos émotions. Vous avez des émotions et vous pouvez les maîtriser. » Et la deuxième, qui est de Paul Cézanne. « Une œuvre d'art qui n'a pas commencé dans l'émotion n'est pas de l'art. » Donc, c'était le petit clin d'œil à l'art-thérapie. Eh bien, je vous libère. Et pour ceux qui le souhaitent, je descends après boire un café et continuer les conversations. Mais de rien. Merci à vous pour votre présence.